de ces universités, il est... Deuxième. Ouais. Il est lui aussi hôte académique de l'Université de Genève. Voilà. Ok. Donc je voulais juste ajouter à Bertrand deux informations qu'on a eues en fait il y a 2-3 semaines. 19 journalistes du média Procure de DIHA qu'on a mis en œuvre en prison avec les journalistes. Et puis le deuxième, bon, le gouvernement a décidé à faire un discours contre... Ok. Bon, le gouvernement a fait un discours légitime contre les journalistes étrangers qui considéraient comme les agents de l'État européen. Il y a aussi 2 semaines qu'ils ont fait en fait un discours comme ça. Donc, bon, on était ensemble avec Pınar Selek pendant notre licence, qu'on on était accusé plusieurs fois avec Pınar Selek à l'université de Mimar Sinan par la procureure d'Istanbul à l'époque, qu'on était toujours supporter du mouvement kurde à l'époque, qu'on a eu certaines violences policières bon, dans les années 90 quoi. Et puis donc elle est bien parlé en fait Charla exactement notre situation des universités pour la paix. Donc depuis 2012 qu'on a signé exactement cette pétition d'abord pour les prisonniers révolutionnaires kurdes pour leurs droits. Et cette pétition était plus radicale entre guillemets que notre pétition nouvelle des universités pour la paix contre la guerre. Donc moi je vais parler plutôt brièvement, hein. Je vais essayer, que c'est pas facile pour moi de parler vraiment brièvement. Donc je vais essayer de parler de la situation très tendue du conflit politique sur le sol kurde qui nous a poussé à rédiger cette pétition des universités pour la paix. D'une façon ou d'une autre, on a soutenu exactement la cause de la paix et le désir des Kurdes de s'autogérer contre un pouvoir répressif en Turquie. Donc tous ces processus de répression que cette pétition a découvert exactement en effet un délire de pouvoir qui polarisait la société, qu'on est arrivé d'un état de droit, entre guillemets, à l'état souverain. Et donc, depuis que moi je souligne toujours, depuis le coup d'état gouvernemental, qu'on voit une destruction du fait perpétré au sol kurde. Mais les Kurdes ont subi des formes de violence multiples, de kurdophobie, depuis d'un siècle, institutionnel, armement, policier, raciste et juridique, que M. Bozassan, il a bien travaillé exactement, c'est le cas au Moyen-Orient déjà. Les Kurdes turcs sont devenus victimes ordinaires d'un amalgame ethnique avec la fin de la paix. Lorsqu'on a déployé exactement ici certains termes comme massacre, on voit des images, parfois les images parlent très bien que nous, pendant l'occupation au Kurdistan, dans certaines villes, provinces, à Sur, Slopi, à Cizre, qui ont écrit des slogans xénophobes, racistes sur le mur par les groupes paramilitaires de l'État profond. Lorsqu'on déploie ici les termes de massacre aux guerres, ne correspondant à aucune notion juridique précise en Turquie déjà, qui sert à frapper par l'esprit, par la brutalité des actes. Donc il s'agit d'une technique de contrôle étatique sur le plan de pouvoir souverain, désignant une violence délibérée contre une région qui devenait exactement la fantôme dans le conflit. Ce qui veut dire comme une telle de domination coloniale qui s'exerce sur le court territoire des Kurdes, comme une moralité despotique, des vengeances complices depuis le déclenchement de cette, entre guillemets, sale guerre d'AKP. Le fait est qu'une véritable guerre couvre dans la ville kurde de Turquie depuis le milieu de l'été 2015, depuis que, pour parler de paix entre le gouvernement de Turquie et le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et le processus de négociation qui avait débuté à l'initiative d'Abdullah Öcalan, actuellement isolement total en prison, se sont soudainement arrêtés. Ça, on le sait très bien pour quelle raison le gouvernement a pris fin le processus. Depuis peu, l'immunité parlementaire de HTP, de partis, pro-kurdes et d'opposants, est déjà un acte de répression du coup d'État constitutionnel pour la cause kurde. L'ordre juridique actuel a levé l'immunité parlementaire pour renforcer également la répression agressive dans l'espace politique légal. Et concernant plusieurs massacres au Kurdistan, que moi j'ai parlé avec le député, le témoignage avec le député kurde Faysal Sarı Yıldız qui était
à Cizre, qui on a fait en fait une conférence à Lausanne ensemble, qui on a parlé beaucoup de choses, que surtout Vahchet Bodrumu, sous-sol de sauvagerie, ou sous-sol qui a exactement eu un massacre, à peu près 150 personnes qui tuées par la police pendant un bombardement. Bon, la plupart de ces gens-là étaient étudiants activistes, étaient des personnes civiles. Donc il y a quelque chose que dans ce massacre qui donne exactement le témoignage qu'on a fait, qui a fait par les avocats, par les députés kurdes. Donc c'est une pratique du massacre ici qui est le produit exactement d'une manipulation de l'État autoritaire. Donc le massacre, le crime est devenu en Turquie normal, évident, un acte de droit pour la société dominante que pour tous les dispositifs de l'État. Alors le massacre devient ici précisément un exercice moral, symbolique, culturel de l'agressivité étatique qui se manifeste spontanément, comme le cas de la jeunesse arménienne qu'on a vu en 1915. Ajoutons, lorsque l'armée a pris la décision finale pour une guerre au Kurdistan Turquie, la société souveraine récoltait une hostilité de violence dans des villes occidentales envers les Kurdes, qu'on dit la culture du lynchage, ainsi que certains médias, réseaux sociaux qui se voient censurés. Bon, c'est facile de voir exactement cette culture de lynchage qui a eu une mémoire forte depuis la jeunesse arménienne dans cette attaque très systématique et coordonnée, une éruption nationaliste de ras-le-bol, de colère raciste spontanée contre les Kurdes dans des villes occidentales. Pourtant, dans les images, c'était, je pense, que la deuxième image de Nusaybin qu'on devrait montrer, avec les drapeaux turcs à la fin, je pense. Donc celui-là, non, en bas. Non, l'autre, voilà. Donc c'est Nusaybin. Sur le territoire au Kurdistan, on se trouve. L'armée détruit progressivement la ville. Nusaybin, ville à majorité kurde de la province de Mardin, qui avait un groupe de YPC, Yekinern Palestina Civile, unité de protection civile, milice de jeunes kurdes, ayant pris la décision d'une lutte armée urbaine pour défendre leur quartier autogéré contre l'armée et la police, qui mène une résistance historique depuis plus de 10 mois dans quelques villes différentes. Face à la menace de massacre de la population de Nusaybin, le YPC et YPS ont déclaré leur retrait de la ville à Nusaybin il y a quelques jours avant. Malgré cela, les bombardements n'ont pas cessé, le risque de massacre continue. Du coup, on voit encore une propagande d'un état urgent récupérée par la logique de guerre sur la désinformation et sur la psychologie sociopolitique. L'État utilise, surtout le gouvernement qui est devenu l'État est devenu le gouvernement, qui utilise exactement cet aspect psychologique de la formation militaire pour causer son acte de crime en créant ainsi la figure de l'ennemi imaginaire. C'était toujours au début le cas, pour légitimer la guerre. Comme vous savez très bien que René Girard l'a suffisamment souligné, il y a un interdit universel que l'on juge par les dispositifs de contrôle de limitation de violence mis en point par tous les groupes humains. Et c'est pour cela que la position des universitaires pour la paix était opposée exactement envers l'État. Même si la population résistait dans des villes au Kurdistan, en nombre de villes autogérées, le massacre a eu exactement le lieu au Kurdistan Turquie. On parle maintenant des civils qui risquent d'être livrés au massacre dans la logique de l'État. Plus de 350 000 populations ont subi déjà une déportation massive de leur ville. Donc, actuellement, Cizre, Sur, Gever et Nusaybin sont ruinés par l'armée turque, que vous le voyez dans les images, que le gouvernement compte cela comme une victoire contre le terrorisme. La politique d'Erdogan, de l'AKP, le parti au pouvoir, a composé un mix particulièrement agressif de cette modernisation ultra-néolibérale, conservatisme totalitaire et de nationalisme autoritaire issu du kémalisme. Pour bien des Kurdes, assimilation par la religion, qui est bien cité Hamid Bozastan dans son livre, le massacre par la guerre font partie exactement des plans d'un État qui salarie plus des imams, de police, de forces spéciales antiterroristes dans la région. Plusieurs provinces du Kurdistan sont concernées déjà dans la truelle du gouvernement depuis les années 90. Donc, c'était de ma génération. Par des projets de grands barrages hydroélectriques comme Hasankeyf, Mosul et Frat,
par des projets de gentrification dans la vision exposée par Davutoglu, ex-porte-parole d'Erdogan, sur la ruine de Sur de Diyarbakir, l'AKP a décidé d'accélérer exactement ces projets pour détruire l'héritage culturel du Kurdistan. La petite ville d'Hasankeyf, au bord de Tika, est en ligne de mire de projets barrage d'Ilusu qui menace d'ensevelir un site archéologique millénaire, de provoquer le déplacement de 50 000 personnes, tandis que depuis le bombardement des villes kurdes, qu'on voit également plus de 350 000 habitants dont sont déportés par la force militaire. Après la destruction des quartiers, une décision urgente d'expropriation avait été prise par le cabinet du ministre Davutoglu avant son départ tragique. Cette démarche prit position sous couvert de réclage urbain, que moi je dis plutôt abolition urbaine, comme c'est le cas que pour certains endroits à Istanbul, sur le côté Tarlabaşı, Ok Meydan, qui portent des Tigans, des Kurdes, des Alevis, sont visés par la gentrification du quartier. Donc, comme à Sour, à Cizre, à Slopi, et à Geber, et partout à peu près dans la région kurde, le patrimoine ancien, le code social des quartiers sont fortement endommagés sous le feu des bombardements. Je pense qu'une double imagination que veut jouer Erdogan a deux objectifs. D'une part, juguler le processus d'autonomisation kurde, renforcé, c'est fini? Non, 2 minutes. Ok, c'est bien. Renforcé par le système de la révision de Rojava syrienne, où combattantes de YPG et YPG sont seuls à se battre au sol contre Daesh. D'autre part, contre la déclaration des autodéterminations dans la région kurde et l'opposition de HTP, le parti pro-kurde de gauche, et donc qui a fait obstacle à la dérive autocratique du président turc en lui faisant perdre la majorité absolue. Auparavant, suite aux élections de juin, le chef de gouvernement a décidé de reconduire la population au référendum pour le présidentiel avec une pratique de coup d'État civil permanent. La torture, la violence policière, l'assassinat sont devenus une pratique de légitime étatique au Kurdistan. Pour exemple, Ekimvan, à Varto, province de Mouche, une combattante guérilla du PKK a torturé, dénudé, et puis abattue par la force spéciale qui a posté la photo du cadavre nu comme trophée sur les réseaux sociaux. Voilà. Depuis l'été 2015, l'Association des droits de l'homme de Diyarbakir a publié un rapport annuel 2015 sur les régions kurdes qui montre les catastrophes chiffres sur les civils, les combattants, les soldats, les guérillas qui ont tué ou menacé lors des affrontements, manifestations et bombardements. J'ai pas envie de continuer en fait de donner des chiffres qu'on connaît très bien en fait par les réseaux sociaux déjà. Finalement, ce gouvernement a commencé à utiliser les enjeux de la Constitution, les dispositifs des lois, du droit en tant que piste contre le social, la politique, et cerner toutes les dynamiques politiques d'opposants, soit un système autoritaire et disciplinaire. Je peux arrêter ici, je pense. Sinon, j'ai envie de continuer.